Ravi de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de l'actualité, considéré comme un moyen efficace de lutte contre le dérèglement climatique, le reboisement a plusieurs avantages sur l'environnement. Qu'est-ce que le reboisement et quels sont ses avantages sur l'environnement? La population s'est prononcée à ces interrogations. Les éléments de réponse dans ce journal. Le continent africain est confronté depuis quelques années à des inondations dues aux pluies abondantes. La Somalie en a subi la semaine dernière. On déplore d'importants dégâts matériels et humains. Nous en parlons dans un instant. Et puis aux États-Unis, une pénurie de jus d'orange a pour cause la baisse de la production et le changement climatique. C'étaient les titres. Bienvenue. Voici pour vous le journal. Le reboisement fait partie des moyens de lutte contre le changement climatique. Il a plusieurs avantages comme l'arrayement de l'érosion, la rétention de l'eau dans le sol. Il redonne vie aux couvertures forestières. La population s'est prononcée sur le reboisement et ses avantages sur l'environnement. Viva Samana était sur les lieux. Le reboisement consiste à planter les arbres et à donner vie à la nature. Les avantages, c'est qu'ils amènent la pluie et la fraîcheur. Nous devons sensibiliser sur le bien fondé du reboisement et de planter les arbres chaque fois que l'occasion se présente. Le reboisement, c'est de faire planter les arbres. Et les avantages du reboisement, ça attire la pluie et ça augmente la végétation. Ça permet d'avoir les fruits, l'ombre et bon, en pratiquant le reboisement, ça apporte la pluie quoi. Planter les arbres, éviter l'abattage habituel des arbres et tout. Le reboisement, c'est le fait de planter les arbres. Pour le bon accomplissement de reboisement, on doit planter des arbres, protéger les arbres. Le reboisement, c'est le fait de planter les arbres qui contribuent à la nature, au bien-être de la nature. En première partie, l'arbre donne de l'oxygène, apporte la pluie, donne des fruits, donne de l'ombre, sert à fabriquer les feuilles pour nous qui sommes étudiants, sert à construire des maisons sur des lagunes, des lacs, sensibiliser la population, à planter les arbres, oui, à reboiser. Il faut planter les arbres, sensibiliser la population à reboiser aussi, les amener à accepter que le reboisement est un truc important dans nos vies parce que l'arbre, en quelque sorte, nous donne vie puisque l'arbre nous donne de l'oxygène. Le reboisement, ça dit à Tidodo. C'est le fait de planter les arbres pour que ça ne détruise pas l'environnement. Les arbres ont plusieurs avantages dans notre vie. Ça nous donne des fruits. J'invite la population à planter les arbres un peu. Comme ça va amener les pluies et plusieurs avantages sur l'environnement. Ça nous nourrit et nous fournit des outils. C'est-à-dire, production, Le reboisement, selon moi, c'est le fait de replanter les arbres pour lutter contre la désertification. Et bon, sans ça, on ne peut pas lutter contre le changement climatique. Il nous permet de retrouver notre climat d'avant parce que de nos jours, on remarque qu'avec la chaleur et tout, le climat se dégrade et on en perd les avantages que la nature nous offre. Donc, avec le reboisement, nous revenons à mère nature. Nous devons essayer de sensibiliser la population, leur montrer l'importance qu'a les arbres pour nous, les humains qui vivons et tout, et les décourager à couper abusivement les arbres parce que de nos jours, ça continue encore, malgré qu'on parle, mais de moment que quelqu'un se dise que c'est ma source de revenus. Un phénomène qui retient l'attention de tous en ce moment et qui crée l'inquiétude dans la vie des populations, c'est l'érosion côtière. Et pour lutter contre ce phénomène issu du dérèglement climatique, le Togo a lancé depuis septembre 2022 les travaux de protection de nos côtes dans le cadre du projet Waka. Vendredi dernier, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, était sur les côtes d'Agbodrafort et d'Aniro pour suivre l'état d'avancement des lieux. Suivons le compte rendu avec les images d'Emeka Gatché.
Le ministre qatari Foli Bazi et sa délégation ont parcouru les sites des travaux de la protection côtière, travaux financés par le West Africa Coastal Areas Programme WACA pour lutter contre l'érosion côtière, la dégradation des sols, les pollutions et bien d'autres conséquences du changement climatique. Au total, 14 épis sur les côtes d'Agbodrafo et d'Anéro vont permettre aux populations de ces localités de ne plus être inondées par la mer. Nous avons réalisé au total 14 ouvrages, 7 ouvrages ici au niveau de la zone d'Agbodrafo et 7 ouvrages au niveau de la zone de Anéro. Donc ce sont des épis, c'est des ouvrages en enrochement qui ont comme objectif de stabiliser le trait de côte. Ces épis sont espacés de 350 mètres et ensuite rechargés au fait avec du sable qui vient de la mer au niveau des zones d'empreinte au fait, situées au large à 7 km de la côte du Togo et du Bénin. Ça se fait au fait par dragage en mer et le rechargement se fait au fait ici avec la drague au niveau des cellules. Par cellule, nous avons un volume de rechargement d'environ 30 à 40 000 m3 et ça a comme objectif au fait aussi de stabiliser le trait de côte pour une durée de vie de 20 à 30 ans à peu près. Les épis sont conçus pour une vague 50 tonales, donc ils peuvent assurer au fait une vague qui se produit tous les 50 ans. Donc nous avons une fois les épis et au niveau de la zone d'Anéro, nous avons aussi prévu et réalisé un brise-lame. C'est un ouvrage qui est orienté parallèle à la côte, qui joue aussi son rôle de protéger la côte. Ces travaux réalisés par l'entreprise hollandaise Bocalis International sont terminés à 99%. Des digues de sable sont également construites sur la côte d'Anéro par la commune des Lacs 1. Ces digues vont empêcher la mer de déborder. Le ministre de tutelle du projet est satisfait des travaux. Il était de notre devoir, après avoir envoyé sur le terrain nos techniciens, que nous venons nous-mêmes pour constater l'état d'évolution de ces travaux-là. C'est vrai qu'au début, les travaux ont eu du mal à commencer, étant donné que dans ce projet-là, les travaux ont été annoncés avant la fin des études. Mais une fois que maintenant le Premier ministre est venu faire le lancement, les travaux ont pris de l'envol, les choses se sont passées dans de bonnes conditions et c'est avec satisfaction que nous avons constaté que l'entreprise a pratiquement terminé le travail. On nous le disait, mais nous avons estimé quand même qu'il fallait qu'on vienne pour voir l'état d'avancée des travaux. Au cours de la visite, le ministre et sa délégation se sont rendus au lycée Zoula pour un don de sanitaire aux apprenants inclus dans le projet WACA. Ce don va permettre aux élèves d'étudier dans un environnement sain. Cette visite est également marquée par la mise en terre d'un jeune plomb sur un espace vert aménagé par le maire de la commune des Lacs 1. Au cours de cette visite, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières qatari Foli Bazi a échangé avec les porteurs de sous-projets et les entreprises qui effectuent les travaux. Un bilan général a été établi et les difficultés rencontrées ont été analysées. Suivant. Les projets, les financements, les objectifs, les réalisations et leurs avantages ainsi que d'autres points étaient au centre des discussions au cours de cet échange avec les porteurs de sous-projets et les entreprises qui effectuent les travaux de la protection côtière. Les difficultés rencontrées dans la réalisation des projets ont été évoquées. L'ensemble des travaux qui étaient prévus être réalisés sont complètement réalisés. Quand je dis complètement, parce qu'il y a une fraction de travaux qui reste, qui est les pistes cyclables, qui représente à peu près 0,001%, qui vient de commencer, qui va certainement finir en fin juin. Et je crois que la réception provisoire des travaux est prévue au plus grand tard en juillet. Quand on prend les autres domaines, comme la lutte contre les inondations, j'avoue que les investissements qui sont prévus être faits par rapport à ça ne le sont pas encore, parce que nous avons l'étude de faisabilité technique qui vient d'être achevée. Le dossier d'appel d'offres, c'est maintenant, on va essayer de les lancer. Donc à ce niveau, les choses vont progressivement aller de l'avant. Pour ce qui concerne la lutte contre les pollutions,
nous avons beaucoup plus travaillé sur le volet gestion des déchets liquides et solides, la conservation des écosystèmes. Bon, nous avons fait un point aujourd'hui pour dire que nous avons au total plus de 500 hectares qui sont reboisés. On a une ambition de reboiser un peu plus de 1000 hectares cette année. Je crois qu'à ce niveau-là, les choses aussi avancent sans aucun problème. L'autre difficulté qui est venue s'ajouter à tout le système de passation de marché, c'est l'exécution des marchés. Et nous avons d'énormes problèmes aujourd'hui avec les entreprises qui accusent d'énormes retards. Vous avez vu un peu la présentation qui a été faite. Les entreprises sont à près de 150% de délai consommé avec un délai d'exécution qui reste encore très faible. Concernant les sous-projets, le bilan à mi-parcours est peu satisfaisant dans la réalisation des travaux. Des solutions sont proposées par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi. En dehors des travaux de protection, il y avait aussi ce qu'on appelle des activités rémunératrices de revenus avec la réalisation de certains travaux qui devaient être faits dans les autres préfectures de la région maritime, tels que Yoto, Vaud, Zio et autres. Donc à ce niveau, c'est la plupart de nos entreprises locales qui ont eu les marchés. Nous sommes venus pour voir quel est l'état d'avancement de ces activités qui devaient être, ou de ces réalisations qui devaient être faites au niveau de ces différentes préfectures. Nous avons certes constaté qu'à certains endroits, les choses ont avancé normalement, mais il y a des endroits où les entreprises piétinent. Donc nous avons une réunion avec les directeurs de ces entreprises, de ces sociétés, pour les rappeler à l'ordre et attirer leur attention sur l'obligation qu'ils ont de terminer les travaux là. Nous avons 6 mois pour que chacune des entreprises mette tout en œuvre pour terminer ce qu'elle a à faire. Avec ces approches de solutions, le ministre de tutelle du projet WACA compte sur la mobilisation des entreprises et porteurs de projets afin que d'ici le 31 décembre 2023, les projets soient réalisés. Une grande pluie s'est abattue sur Lomé et ses environs dans la nuit du dimanche à lundi. Elle a causé plusieurs dégâts matériels, des inondations sur les routes et dans plusieurs habitations. Sur l'axe du collège protestant Carrefour Todman, on constate des chutes d'arbres. En avril dernier, de fortes pluies avaient frappé le Togo, causant d'énormes dégâts. D'après le directeur de la prévention de la coopération des affaires humanitaires à l'ANPC, le pays pourrait encore probablement enregistrer d'autres fortes pluies. La police nationale invite les usagers de la route à la vigilance et à la prudence à ces périodes de pluie. Des inondations sont également observées en Somalie. De fortes pluies se sont abattues la semaine dernière sur la Somalie et ont affecté plus de 460 000 personnes. Des dizaines de milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur maison pour chercher un refuge. Suivons le commentaire. 22 personnes ont été tuées dans des inondations provoquées par de fortes pluies dans le centre de la Somalie. Le fleuve Chabelle est sorti de son lit, submergeant les routes et les bâtiments de la ville de Beledweyne. D'après les premières estimations, les inondations et les crues soudaines en Somalie ont affecté au moins 460 470 personnes, dont près de 219 000 ont été déplacées de leur domicile et 22 ont été tuées. Les inondations ont détruit les maisons et saccagé les terres agricoles, emporté le bétail, entraîné la fermeture temporaire des écoles et des centres de santé et endommagé les routes. Cette catastrophe fait suite à une sécheresse record qui a laissé des millions de Somaliens au bord de la famine. Pour nombre d'habitants, les inondations sont malheureusement devenues une épreuve familière alors que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses en raison du changement climatique. L'Afrique de l'Est et centrale souffre souvent de conditions météorologiques extrêmes pendant la saison des pluies. La semaine dernière, plus de 400 personnes ont perdu la vie à la suite de pluies torrentielles, d'inondations et de glissements de terrain dans l'Est de la République démocratique du Congo.
En Tanzanie, un groupe de femmes s'investit dans l'élevage des abeilles afin de préserver les forêts et de prendre soin de leur famille en période difficile. Cette initiative vient à point nommé avec la sécheresse qui sévit dans ce pays ces dernières années. Les précisions dans le commentaire d'Irène Papadina. La sécheresse récurrente de ces dernières années dans le nord de la Tanzanie a mis à rude épreuve les communautés qui vivent de l'élevage du bétail. Un groupe de femmes Maasai s'est tourné vers la production de miel à partir de ruches situées dans la forêt afin de générer des revenus supplémentaires et de préserver les forêts. Maria Chinini et ses collègues apicultrices Maasai produisent de la fumée nécessaire pour calmer les abeilles et récolter le miel en toute sécurité. Elles ont maintenant 76 ruches sur un terrain communal dans la région d'Archuya. Grâce à cette activité, j'ai acheté 5 chèvres qui produisent du lait pour nous. J'ai aussi acheté un lit et j'ai éduqué mes enfants. On a pu trouver ainsi une solution pour survivre à la famine en période de sécheresse. Cette année, les précipitations ont été moins abondantes que d'habitude dans l'est de la vallée du Rift, près du Kilimanjaro. Des décennies de sécheresse récurrentes dues au changement climatique ont dégradé le paysage et réduit les pâturages disponibles pour le bétail. L'introduction des abeilles est une initiative visant à régénérer le paysage. L'apiculture contribue à la conservation des forêts car elle abrite des plantes que les apiculteurs doivent protéger pour nourrir leur bétail. Lors d'une session de formation, Maria et ses collègues ont appris que la conservation de l'environnement est un élément crucial du soin et de la gestion de leurs abeilles. Aujourd'hui, la Forest and Farm Facility soutient 7 réseaux de petits exploitants, d'agriculteurs et d'éleveurs appelés Forest and Farm Producer Organization à travers la Tanzanie. Grâce à ces diverses activités, près de 68 000 hectares de forêt ont été restaurés depuis 2020. En France, les producteurs de pommes de terre s'inquiètent pour leur récolte. Après la sécheresse, les fortes pluies du printemps ne sont pas en faveur des agriculteurs du Nord. Une fois encore, les conditions de plantation ne sont pas réunies pour ces agriculteurs. Ouais, il y a encore de l'eau. Hein. Un sol détrempé, impraticable depuis plusieurs semaines. Ouais, on voit, c'est encore bien mouillé. Ces producteurs de pommes de terre analysent leurs champs presque tous les jours. Mais ce matin encore, les conditions de plantation ne sont pas réunies. Il faut quand même de la terre assez fine autour du plant pour que le plant arrive à bien se développer, pour avoir une belle plante. Donc en mettant des conditions comme ça, non, ça ne pousse pas bien. Car cela fait déjà un mois que le Nord enregistre des records de pluie, 3 fois plus selon eux que l'an dernier à la même période. Conséquence, les plants de pommes de terre en attente dans ces grands sacs commencent à germer. Bon, on va enlever tous les germes. On va le passer dans la machine. Ça peut pas aller dans la planteuse comme ça. Le risque, avoir des plants affaiblis par cette première germination, donc de moins bonne qualité. Si on met moins de plants à l'hectare, on aura forcément moins de rendement derrière. Déjà qu'on est beaucoup trop tard en saison, on risque de ne pas avoir le tonnage à l'hectare. Et les producteurs ne sont pas les seuls concernés. Cet éleveur de vaches laitières est lui aussi contraint de retarder la plantation du maïs qui nourrit ses bêtes. On a déjà un retard qui pourrait déjà se traduire par une perte de rendement. Et nous, ce qui nous fait surtout peur, c'est une perte de valeur. C'est-à-dire que le maïs va sans doute pousser, mais il n'arrivera pas à mûrir. Et du coup, il faudra le complémenter pour arriver à obtenir la même chose. Le Nord est pourtant placé en vigilance sécheresse, car le niveau des nappes phréatiques est au plus bas. Il faut bien s'imaginer qu'on a une vingtaine de mètres d'écart entre les unes et les autres et que l'eau ne transite pas instantanément. Le sol filtre très lentement. Malheureusement, ça ne suffit pas à recharger les couches profondes. De nouvelles pluies moins soutenues sont encore attendues cette semaine. Les agriculteurs espèrent pouvoir planter entre 2 averses. Le dérèglement climatique aux États-Unis avec son corollaire, la sécheresse, pourrait entraîner une pénurie mondiale de jus d'orange. En plus de la sécheresse, l'ouragan qui a frappé la Floride a empiré la situation avec notamment la baisse de production et la flambée des prix. Ce supermarché est encore livré en jus d'orange. Mais attention, cet automne, le rayon pourrait connaître la pénurie. En attendant, les prix ont déjà augmenté de 15% en un an. Ça fait
des sacrées augmentations sur la note finale au magasin. On a l'habitude d'en consommer, on en consommera toujours. Après, peut-être presser nous-mêmes nos fruits, on verra bien. Peut-être qu'on peut se rabattre sur des fruits type la pomme qui est produit en France ou ce genre de choses plutôt que d'aller exporter des choses qui viennent du Mexique. En cause, la pénurie mondiale de concentré de jus d'orange. Une situation inédite due au réchauffement climatique. En Floride, deuxième producteur mondial, dans cette exploitation familiale, l'ouragan Yann a détruit en septembre quasiment toute la récolte. J'ai perdu 95 à 97% de ma récolte. C'est donc maintenant qu'il faut que je replante pour une nouvelle récolte. De mauvaises récoltes en Floride et aussi au Mexique, en Espagne, avec une production en baisse de 30% due à la sécheresse. Insuffisant pour couvrir les besoins, une rupture de stock qui fait flamber les cours mondiaux du concentré de jus d'orange. L'année dernière, on payait ça à peu près à 2400 €, livré en Europe, dans les ports du Nord. On va passer à 3004. Donc c'est une augmentation de plus de 30%. Et en impact sur le jus en rayon, c'est 15 centimes au litre. Le Brésil, premier producteur mondial d'orange, assure la majeure partie des livraisons sur la planète. Pas forcément suffisant pour répondre à la demande. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes.